Avant d'en venir au morceau principal de ce cours, c'est-à-dire ce plat, n'est-ce pas, qui n'est certainement pas banal, je reviens un petit peu sur ce que j'avais dit la semaine dernière, donc ce plat calendrier avec les fêtes zoroastriennes. Il se trouve qu'il y aurait un vase qu'on pourrait, beaucoup plus simple, mais qu'on pourrait comparer par son thème. C'est ce vase-là qui est au cabinet des médailles à Paris. Alors, qu'est-ce qu'il représente? Malheureusement, je n'ai pas de photo complète, mais il représente deux couples de lions entrecroisés. Et très intéressant, il y a deux arbres. Et il y a un arbre, vous voyez ici, il a ses fleurs et ses feuilles. Et l'autre, vous voyez très mal, mais vous pouvez le croire, il n'a rien, il est tout sec. Donc, assez clairement, on aurait là un cycle saisonnier, avec l'été et l'hiver. Bien. Alors, ça a déjà été... Donc, ce qui rapprocherait du plat qu'on a précédemment étudié. Alors, ça a été proposé, le cycle annuel. Un savant de l'Ermitage, Darkiewicz, avait reconnu, lui il pensait, et à mon avis il a peut-être raison, que c'est les deux grandes fêtes zoroastriennes, c'est-à-dire Nowruz et Mihragan. Nowruz, la fête du Nouvel An, et Mihragan, la fête de Mitra. Alors il se trouve que sur le plat qu'on a vu la dernière fois, ils sont diamétralement opposés. Nowruz est ici, et un Mihragan, avec la consommation du vin, est ici. Voilà. Alors, Marchak a contesté cette interprétation avec un argument qui ne me paraît pas décisif. Marchak explique que si l'œuvre a été réalisée en milieu sassanide, fin sassanide, c'est-à-dire après la réforme du calendrier de 470, qui avait remis le Nowruz et le Mihragan à leur emplacement saisonnier normal, Nowruz et Mihragan, en fait, interviendraient au printemps et à l'automne, alors qu'ici, quand même, on a vraiment assez clairement l'été et l'hiver. Mais je pense que l'argument ne vaut pas si l'œuvre est est-iranienne, et ce que Marchak, d'ailleurs, n'exclut pas. Parce que, comme je l'ai dit la dernière fois, dans les pays de l'Est de l'Iran, cette réforme du calendrier n'a pas été adoptée, ou n'a pas été adoptée de manière générale. Donc, on pourrait avoir une œuvre, mettons Tokharestan, en Bactriane, qui célèbre le cycle annuel. Alors, on a dit aussi que sur les épaules des lions, ce sont des étoiles. Oui, bon, évidemment, le lion est le lion. Que veut dire le lion ici? Le lion, c'est évidemment le soleil, mais ça peut être aussi le roi, puisque c'est la proie par excellence du roi. Mais alors effectivement, il y a un symbole, qui peut être solaire, surtout qu'une étoile à 7 branches, en général, c'est souvent solaire, puisqu'il commande les 7 planètes. Mais en l'occurrence, c'est l'évolution d'un simple motif stylistique qu'on retrouve ailleurs, qu'on va retrouver d'ailleurs sur le plat suivant. C'est tout simplement, c'est le vortex, c'est-à-dire que c'est le traitement du pelage du lion qui fait une spirale. Et alors, le vortex à l'épaule est parfois traité en étoile. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut dire sur ce vase qui serait donc le seul autre exemple de vase calendrier, si on veut. Alors, avant encore une fois d'en venir à l'œuvre suivante, donc on avait évoqué les thèmes classiques, gréco-romains, en montrant que dans tous les cas connus, ils sont réinterprétés pour se rapprocher des motifs zoroastriens. Bon, il y a quand même un plat pour lequel, là, on ne peut trouver aucun indice de réinterprétation. C'est celui-là qui est dans une collection privée depuis un certain temps, la collection Ortiz à Genève. C'est complètement classique, c'est un des exploits d'Héraclès. C'est Héraclès qui tient le sanglier d'Érimante, qu'il vient de tuer, et qu'il rapporte
à son cousin le méchant Eurysthée qui lui a imposé les travaux, et Eurysthée, qui est un lâche, se cache dans un vase. Bien. Et il fait ça en fait chaque fois qu'Héraclès lui ramène une proie. Bon. Et Héraclès, c'est assez réaliste, c'est même complètement réaliste, puisque Héraclès porte, il a donc le sanglier sur l'épaule, et il porte ici noué les pattes du lion de Némée, un exploit précédent, et la peau du lion qui pend derrière. Et ça, c'est absolument classique. Voilà, c'est ce qu'on a ici. Exactement la même chose. Eurysthée au fond de son vase, et le sanglier. Bon, alors, évidemment, on peut dire, peut-être, il y aurait une réadaptation. Le bonnet d'Héraclès n'est pas typique de lui, enfin, ça pourrait être plutôt iranien. Mais s'il y a une intention politique ou mythologique, il y en a probablement une. Pour le moment, je ne l'ai pas trouvée. Voilà. Donc je livre ça comme popularité dans certains milieux sassanides de motifs complètement empruntés à la Grèce et à Byzance. Bon, évidemment, alors c'est un plat d'une exécution, disons, soignée. Hein, il appartient à l'école sassanide centrale, l'école royale. Alors, j'en viens maintenant à une œuvre qui est vraiment très très intéressante parce que on a parlé de messages politiques, on a parlé de thèmes exotiques, et là on a les deux. On a à la fois un message politique et un thème exotique. Alors, c'est nous l'appelons le plat al-Sabah. En fait, il y a beaucoup de plats al-Sabah. Al-Sabah, c'est l'émir du Koweït. Donc, c'est la collection personnelle de l'émir du Koweït, à qui on doit rendre cette justice qu'il a faite somptueusement publiée dans un album paru il y a quelques années, de 2015, Arts of the Hellenistic East, avec des commentaires par deux éminentes spécialistes de ces répertoires qui sont Prudence Harper, dont j'ai déjà parlé, et Martha Carter. Alors, il se trouve que dans cette collection, il y a une écrasante majorité de plats qui sont hellénistiques et qui viennent, les provenances, évidemment, c'est jamais précis. Alors, soit c'est pas un indicrien, soit on dit Afghanistan, une cache à l'est de l'Afghanistan où on en aurait trouvé beaucoup. Et l'idée qu'on a dans l'ancienne équipe d'Aïranoum, c'est que peut-être ce serait des trésors de la ville d'Aïranoum évacués au moment de la chute de la ville. Peut-être. Certainement, il y a des plats qui ont été trouvés en Iran, il y en a qui ont été trouvés au Pakistan. Je vais donc... donc il y a au milieu de tout ça un certain nombre de plats qui sont, disons, d'époques plus tardives, correspondant aux époques parthes et sassanides. Alors, donc d'emblée, j'annonce la couleur dans l'explication que je retiens et qui est en train d'être publiée dans un article commun avec Samra Azarnouch et une spécialiste de l'iconographie gréco-égyptienne qui est Eleni Fragaki. Dans cet article qui va paraître dans la revue de l'Institut français d'études alexandrines, Alexandrina, cette année, nous défendons l'idée que ce plat a été fait pour commémorer, d'une certaine manière, ou célébrer, l'occupation sassanide de l'Égypte. Alors, les Sassanides ont occupé l'Égypte. Les Iraniens, ce n'est pas la première fois qu'ils occupaient l'Égypte. Ils l'avaient occupé plusieurs fois et de manière durable à l'époque achéménide. Mais les Sassanides ont occupé une seule fois l'Égypte, tout à fait à la fin, et pendant 10 ans seulement, 619-629, à l'occasion de leur guerre avec Byzance. L'occupation de l'Égypte jouait un rôle stratégique important qui, à notre avis, est rappelé dans ce plat, c'est que quand on coupe l'Égypte, on coupe la route du blé. Et Byzance, comme avant elle Rome, avait été très dépendante
du blé égyptien. Alors, cette conquête a eu lieu sous le dernier grand règne sassanide, celui de Khosrow II, mais elle a été effectuée par un de ses généraux, qui était probablement son beau-frère. J'en parle parce qu'il est un candidat pour la commande du plat, Charvaroz. Il se trouve qu'il est évoqué indirectement dans un plat byzantin, mais ça, je n'en parle pas ici. Charvaraz, en plus tard, a usurpé le trône. Il s'est proclamé roi des rois, mais brièvement, au moment de l'anarchie qui a suivi la mort de Khosrow II. Alors, cette occupation de l'Égypte, très brève, a quand même fourni une assez grosse documentation archivistique, des papyries et des parchemins, plus surtout des parchemins d'ailleurs, écrits en écriture pélévi, très difficile à déchiffrer, mais enfin maintenant beaucoup ont été publiés. C'est en fait une des seules documentations archivistiques qu'on avait pour l'Empire sassanide avant l'apparition des archives dites de Berkeley, qui, elles, viennent d'Iran proprement dit. Alors, il se trouve qu'on sait où était le corps d'occupation sassanide. Le commandant, enfin l'état-major, était à un endroit qui s'appelle Babylone dans les textes de Pélévi, mais en fait, il y a une Babylone en Égypte. C'est Foustat. C'est la forteresse de Foustat qui a été le noyau du Caire. Bon, c'est là où était l'état-major. Mais il y avait par ailleurs des soldats en garnison dans l'oasis du Fayoum, qui est très près du Caire et très fertile. Alors, avant d'en venir à l'interprétation, du point de vue technique, c'est du classique sassanide. Bon, malheureusement, le plat n'est pas inscrit, d'où le fait qu'au début, quelques collègues m'ont fait part de doutes qu'ils avaient sur l'authenticité. Mais au terme de l'analyse qui a été menée, on ne voit absolument pas quel faussaire aurait pu imaginer tout ça. La technique est vraiment sassanide, c'est du plat d'argent partiellement doré, et vous constatez que la technique des inserts, des pièces rapportées, qu'on a vu dans de nombreux plats examinés cette année, n'est pas apparente ici. Parce qu'en fait, cette technique n'est plus utilisée à partir du début du VIe siècle. La technique utilisée, ce n'est pas non plus le repoussé, ce n'est pas la double coque. C'est une technique extrêmement difficile et sophistiquée. C'est ce qu'on appelle, disons, en termes techniques, c'est la taille d'épargne. Bon, on va dire le ciselage, mais c'est pas. En fait, on évide au burin les contours des motifs. Vous voyez le travail que ça représente. Et ensuite, le reste est travaillé par ciselage de la surface d'argent. C'est des prouesses techniques. Alors, les parallèles stylistiques dans l'argenterie sassanide sont nombreux et couvrent toute la période 6e, 7e siècle. Un parallèle vraiment convaincant, c'est le traitement du visage de la déesse qu'on retrouve sur ce plat qu'on avait vu, le plat dit de Strelka, une scène de trône. Alors, vous voyez sur ce plat, comme sur d'autres de la même époque, il y a un traitement vraiment très particulier des visages. Les sourcils sont indiqués par des petites lignes peu marquées qui se rejoignent à la racine du nez, et l'œil est traité d'une façon très particulière. L'iris est incisé rond, l'œil est assez globuleux, et il y a un petit point qui marque la pupille. Et parfois, sur certaines œuvres, il y a ce qu'on peut appeler un léger effet de strabisme. Il louche un petit peu. Et ça, c'est expressif. Hein. C'est pour donner l'impression d'un regard plus intense. Alors, il se trouve qu'on retrouve exactement... malheureusement, je n'ai pas de gros plan, mais vous pouvez m'en croire, l'œil de la déesse ici est traité exactement de cette manière. Un peu globuleux et avec ce regard perçant très particulier. Alors, j'ai déjà signalé
le vortex, oui, le pelage, voilà, ici, vous voyez, le taureau. Il a le motif en spire sur l'épaule qu'on a vu précédemment avec ce plat qui représenterait l'été et l'hiver. Le traitement de la faune aquatique trouve également des parallèles dans les plats sassanides. Vous avez ici, là ça c'est le nôtre, hein, avec un grand poisson, pas vraiment possible d'identifier, un échassier très long. Vous voyez, voilà un plat sassanide. Les poissons, les canards, il y a un canard qui se retrouve avec la queue en l'air, il est exactement comme celui-là. Il y a beaucoup de similitudes sur les plats. L'échassier, on n'en a pas ici, mais vous voyez ici, sur une cruche, le même type d'échassier, avec un traitement pas très réaliste. Et on a ça aussi sur les grands reliefs de Taki-Bostan qui représentent le roi Khosrow II, justement, à la chasse dans les marécages. Donc là-dessus, il n'y a pas de doute, c'est de l'exécution sassanide. Alors maintenant, l'interprétation. Ce qui a au départ stimulé mon intérêt pour ce plat, c'est qu'un de mes collègues, maintenant à Jérusalem, Michael Shenkar, m'envoie il y a 3-4 ans, un mail me disant « Mais as-tu vu dans ce catalogue Hearts of the Hellenized East, il y a un plat qui représente la mythologie manichéenne avec l'ascension des âmes dans la Lune. » Oh, alors je me suis précipité et vous voyez effectivement, voilà, Prudence Harper, qui est l'auteur de la notice dans le catalogue, a trouvé que c'était les âmes qui montent dans la Lune et chacune portant sur l'épaule une grosse perle, je ne sais pas comment elle a fait pour voir des perles là, mais bon, une grosse perle qui est le symbole de la pureté de l'âme. Bien. Alors, bon, effectivement, abstraction faite de tout le reste du plat qui crie violemment qu'il ne s'agit pas d'une œuvre manichéenne. Bon, on peut trouver des parallèles partiels. Effectivement, on a des miniatures manichéennes de Turfan en Chine qui nous montrent les âmes au paradis, au paradis. C'est plus compliqué que ça dans le manichéisme. Les paradis, il y en a de multiples, qui sont dans la station de la Lune, représentées comme une sorte de barque. Oui, mais dans le manichéisme, les âmes ne montent pas à pied au ciel. Elles sont représentées sous forme humaine quand elles y sont dans le ciel. Mais au moment de l'ascension, elles sont prises dans des faisceaux de lumière. Vous voyez ici, c'est une miniature, je crois que c'est sur une c'est sur une miniature manichéenne, et là, c'est sur une de ces extraordinaires compositions peintes sur soie en Chine, probablement au XIVe siècle, qui ont complètement révolutionné l'histoire de l'art manichéen et qui ont fait l'objet de conférences que j'ai organisées ici il y a 4-5 ans avec Jujana Gulashi et Yutaka Yoshida. L'ascension des âmes au ciel, c'est les faisceaux de particules lumineuses, c'est pas du tout des petits bonshommes qui montent à pied. Bon, et puis, alors qu'est-ce qu'elle a voulu voir d'autre ? Ce qu'elle a voulu voir d'autre, c'est que ici, bon, clairement, c'est une déesse, elle tient une corne d'abondance, donc du point de vue classique gréco-romain, on va dire, c'est Tuké en grec, la fortune, Fortuna en latin. Les attributs de Tuké et de Fortuna ont tendance à beaucoup déborder les divinités qui portent ces noms. Elle l'a vu. Alors, il se trouve que chez les couchants, Tuké est identifié
à une déesse que nous connaissons déjà par le plat qu'on a vu l'autre fois, Hachi, la déesse de la fortune, de l'abondance, voilà, qui s'appelle ici Ardouarch, écrit en bactrien, avec sa corde d'abondance. Alors on a vu Hachi dans un rôle plutôt de protecteur de la femme mariée, du foyer, etc. Et ici, elle serait plutôt dans son rôle qui prodigue la fortune. Bien, alors il se trouve, vous me direz, quel rapport avec le manichéisme? Eh bien oui, il y a un récit missionnaire manichéen où on nous explique que le missionnaire de Mani, au moment où il est arrivé à la frontière de l'Empire couchant, a eu maille à partir avec un personnage qui est vraisemblablement, dans le nom duquel il faut reconnaître le nom de cette déesse, parce qu'elle avait entre autres fonctions la garde de la frontière, et puis finalement, il l'a converti, et puis il arrive à entrer chez les couchants. Bon, tout ça, c'est très... Alors, un autre raffinement de l'interprétation, en bas, comment voir du manichéisme là? Alors, elle pense que c'est la rencontre de l'âme et de sa contrepartie céleste qui est la Dène. Bien, la contrepartie féminine. On en a déjà parlé à plusieurs reprises ici. Je dois dire que je n'arrive pas très bien à comprendre où elle veut voir. Là, la Dène, ce serait ça, mais elle n'explique absolument pas ni l'animal ici, ni les sphinx, ni le taureau, ni pratiquement rien. Bien. Bon, alors, en réalité, toutes ces identifications, déjà en elles-mêmes extrêmement hasardeuses, deviennent complètement inutiles à partir du moment où on reconnaît qu'il s'agit de motifs égyptiens. Évidemment, il s'agit ici, tous les motifs viennent de l'art de l'Égypte gréco-romaine, de l'Égypte grecque, romaine ou byzantine. Alors, Samra et moi avions compris vraiment rapidement que ça faisait référence à cet art gréco-égyptien. Nous avions trouvé un certain nombre de parallèles, mais nous avions besoin d'une expertise beaucoup plus poussée, et cette expertise, nous l'avons trouvée avec notre collègue Eleni Fragaki, qui travaillait à l'époque avec l'Institut français d'études alexandrines, d'où la parution de l'article dans la revue, et elle est maintenant chercheuse à l'université de Leiden avec un programme sur sur l'iconographie gréco-égyptienne. Alors elle a fait une recherche très poussée et elle a trouvé les modèles pour absolument tout, sachant qu'il n'existe pas de modèle général. C'est un patchwork. Ce qui va être important pour la compréhension des conditions dans lesquelles cet objet a été fabriqué. Ça a été piqué à gauche, à droite et surtout à divers stades de l'évolution de ce répertoire. Alors, on commence par la déesse centrale. Donc, c'est évidemment une Tuké, mais pas n'importe laquelle. Elle tient une rame. Donc, c'est la Tuké de l'Égypte, qui peut être aussi considérée. C'est également la Tuké d'Alexandrie. Elles se confondent, on peut dire. Bien. Et il y a des parallèles assez forts. Voilà une monnaie qui représente la Tuké de l'Égypte, se prélassant sur un lit, comme on voit sur notre plat. Ici, vous avez la rame. Alors là, elle n'a pas la corne d'abondance, mais elle l'a dans d'autres... oui, alors ce sont des attributs parfois qu'elle partage avec Isis, parce que toutes ces déesses ont tendance parfois... il y a des jeux subtils. Ces déesses ont parfois tendance à s'approprier les attributs les uns des autres. Alors ici, il se trouve que c'est une Isis, mais vous voyez qu'il tient ici la rame et là la corne d'abondance, exactement comme notre Tuké d'Alexandrie.
Voilà, donc, alors ce qui est une... Alors oui, la Tuquet, souvent, pas seulement celle d'Alexandrie d'ailleurs, a sur la tête un modios, c'est-à-dire une mesure à blé, pour indiquer qu'elle patronne la récolte, ou la distribution de la récolte. La nôtre a ça, mais vous voyez, ça n'a pas été très très bien compris par l'artiste, c'est-à-dire que le halo aurait dû envelopper toute la tête, et puis là, on lui a accroché sa mesure à blé au-dessus du halo. Mais on voit d'où ça sort. Bon. Alors, détail intéressant et qui n'a pas de parallèle, le lit sur lequel elle se prélasse est en fait un pont. Et c'est un pont à 7 arches, avec un lotus au milieu. Alors, il y a 2 pistes d'interprétation pour ce pont. Ça peut être les 7 bras du delta du Nil. Ça peut être aussi l'heptastade, c'est-à-dire le pont qui rejoignait le phare d'Alexandrie et qui faisait 7 stades qui sont des mesures de longueur. Mais là, il n'y a pas directement d'image, de modèle iconographique à proposer. C'est ce qui ressort de l'ambiance alexandrine, mais on n'a pas d'image de la Tuquet d'Alexandrie allongée sur le pont à 7 arches. Alors, en bas, il y a cet étrange couple, voyez, ici et là. Je passe pour le moment sur les enfants et l'animal. Voilà, donc l'homme, puis on va commencer par la femme. La femme a un lotus sur la tête. Elle tient ce qui, je vous dirai tout de suite, c'est probablement une pomme ou un fruit. Et elle est alanguie sur un sphinx. Et à gauche, on a un homme qui marche, qui a aussi un lotus, un vieillard. Alors lui, il est derrière un taureau. Dans le contexte du Nil et de l'Égypte, c'est évidemment le taureau Apis, qui est sacrifié tous les ans pour l'abondance de la crue du Nil. Et il tient ce qui paraît être un gobelet. Bien. Alors, c'est assez compliqué parce qu'en fait, c'est un couple qui a évolué dans sa signification. Au départ, ce couple est représenté avec, voilà la Tuquet, avec sa rame, et au pied un homme, une femme. Ils sont associés tous les deux à des bateaux. Et alors, la femme, c'est Euthénia, qui est donc une personnification de l'abondance. C'est en fait un personnage vraiment assez secondaire qui n'a guère de rôle que fonctionnel par rapport avec la Tuquet, mais qui également est supposé patronner le bon acheminement du blé d'Égypte. En l'occurrence, le bon acheminement du blé d'Égypte sur une monnaie romaine d'environ 140, c'est évidemment l'acheminement du blé à Rome. C'est l'annone, la distribution gratuite du blé au peuple de Rome. Et ici, c'est le Nil qui est allongé, comme normalement les divinités fluviales. Je crois qu'il tient aussi une rame. Et voilà une proue de bateau, parce que le bateau, la récolte descend le Nil, la récolte vient d'Égypte, descend le Nil, est stockée à Alexandrie, et puis elle est embarquée à Alexandrie pour Rome. Voilà le modèle. Bon, mais il se trouve que ça a évolué. Alors, déjà, bon, voilà, vous avez vu. Alors, voilà Euthénia. Alors, vous voyez tout de suite, Euthénia est associée à des petits-enfants. Et ça, on va les retrouver, les petits-enfants, sur le plat. Et il est petit ici, mais elle est appuyée sur un sphinx. Vous voyez ? Comme la nôtre. Comme la nôtre. Elle a encore le sphinx. Et le Nil, le voici, dans la posture alanguie habituelle des divinités fluviales. Il est également entouré de toute une grappe d'enfants. Il est alors, ici, le sphinx, c'est aussi un sphinx, mais en l'occurrence, ici, c'est le taureau Apis. Bien, je vous passe les détails. Il y a sur son genou, il y a une mangouste
Alors on va retrouver ça après, parce que ça se retrouve à un morceau, dans un endroit de notre composition. Alors voilà les prototypes, hein, Euthénia et le Nil. Mais c'est déjà sur notre plat, ou plutôt sur les modèles byzantins de notre plat, c'est déjà plus tout à fait ça. Parce que le couple n'est plus Euthénia et le Nil, mais le Nil est remplacé par Linos. Et Linos, ça veut dire la famine. C'est-à-dire qu'ici, le couple fécondant a évolué en un couple, on pourrait dire, contrasté, où il y a une rivalité entre ce qui va favoriser la récolte, mais le risque qu'on a de tomber dans la disette. Et ce qui permet à Eleni Fragaki de penser que, bon, évidemment, il doit encore beaucoup au Nil, hein, le bœuf Apis, etc. Mais ce qui permet de penser que c'est Linos, c'est que il est debout. C'est pas une divinité fluviale n'est jamais debout. Elle est toujours allongée, bon, comme l'eau d'un fleuve. Et d'autre part, bon, il a l'air quand même un peu misérable. Il marche et il semble tenir un gobelet qui pourrait être un gobelet vide. C'est-à-dire que c'est le risque de la disette. Bien. Et puis, les choses se compliquent encore parce qu'il semblerait, mais alors là, on n'a pas d'image, on a juste un texte qui en parle, que pour une brève période à l'époque byzantine, ce couple d'Euthénia et de le Nil Linos a été réinterprété comme Adam et Ève. D'où la pomme et l'aspect un peu misérable. Évidemment, c'est Adam chassé du paradis terrestre et condamné à gagner son pain à la sueur de son front suite à la tentation à laquelle Ève a succombé. Alors là, il n'y a pas. Eleni Fragaki n'a pas pu produire des images à l'appui de son interprétation, mais il y a un texte, bien compliqué d'ailleurs, un texte d'époque byzantine. Ah oui, alors voilà, une image du Nil. Alors, je vous avais donc montré là le Nil avec le taureau Apis, mais qui ici est plutôt un sphinx. Mais alors voilà le Nil avec le taureau Apis. Donc incontestablement, il y est. Alors, il se trouve que pour tout ça, cette iconographie byzantine réinterprétant les vieux motifs gréco-égyptiens n'a pas laissé pratiquement pas laissé de traces matérielles. Mais on a des descriptions d'œuvres de cette époque. Et notamment, voici une description de certaines statues de l'hippodrome de Constantinople par un auteur du XIVe siècle, Georges Kodrinos, mais on a pensé qu'en fait ici, Kodrinos reprenait une description beaucoup plus ancienne, du 8e siècle. Et alors Georges Kodrinos, bon, c'est très difficile de comprendre ce qu'il a voulu décrire. On est dans l'hippodrome, alors les colonnes torses, une statue féminine dorée fixée sur un char, il y a aussi un autel pour des sacrifices de veaux, il y a 4 chevaux brillants comme l'or, et le conducteur du char assis sur un siège. Les 4 chevaux brillants comme l'or, c'est peut-être bien ceux qui sont aujourd'hui à la basilique Saint-Marc, même assez probablement, hein. Et les colonnes torses, c'est celle qui est encore, il y en a une qui est encore dans l'hippodrome d'Istanbul, si vous êtes allé là-bas, où qui a une colonne qui vient, un serpent qui s'entoure qui entoure la colonne, qui a été pillé à Délos, et le serpent a perdu sa tête parce que Mehmet II, en entrant dans Istanbul, voyant cette horreur païenne, a pris sa massue et a fracassé la tête du serpent. Bien, mais le serpent y est toujours, décapité. Bon, il y a 4 chevaux brillants comme l'or. Le conducteur du char, assis sur un siège, tient dans la main droite une statue en forme de colonne consacrée par Constantin le Grand. Alors c'est peut-être Constantin qui était dans le char. Constaté à la Tuquée de la ville. Donc on voit l'idée de la Tuquée. Était exposée jusqu'au règne de Théodose le Grand, donc début 5e siècle, à la vue des citoyens.
Ces derniers, habillés en blanc, tenant des sièges et portant la figure posée sur le char, formaient un cortège qui partait des stalles de départ et défilait jusqu'à l'exèdre situé au-dessous de la tribune impériale. Alors tout ça, c'est des souvenirs. C'est des choses que ces auteurs ont récupérées chez des auteurs plus anciens. Cette procession se déroulait lors de la célébration de l'anniversaire de la ville. C'est là aussi qu'ont été dressées sur ces deux colonnes les effigies sculptées d'Adam et Ève, d'Euthénia et Limos. Donc, on avait côte à côte le couple Euthénia-Limos et Adam et Ève. C'est le texte qui permet de penser qu'à un certain moment, Euthénia et Limos ont été réinterprétés comme Adam et Ève. Et ce qui serait exactement le stade capturé par notre image. Bien. Alors, maintenant, autre partie importante du répertoire ici, les enfants et ce qu'on va appeler, parce que c'est ça, les scènes nilotiques. Il est clair qu'ici, on est dans le Nil. Vous avez là des nélumbos, c'est donc les nénuphars du Nil, qui sont d'ailleurs représentés à différents stades de la floraison, voilà, ici. Vous avez toute une faune fantaisiste. Là, ce poisson, on dirait plutôt un esturgeon qui n'est pas particulièrement fréquent dans le Nil, mais enfin, c'est peut-être une réminiscence du crocodile. Bon. Et puis, vous avez ces petits enfants partout, et là, vous avez cette très étrange colonnette. C'est le nilomètre. C'est la colonne qui servait à mesurer la crue du Nil. Alors, aujourd'hui, si vous allez au Caire, on va encore vous montrer le remplaçant actuel, la colonne, enfin la colonne, le pilier ou l'édifice, qui à l'époque mamelouk, ou est-ce déjà ottoman, a remplacé le nilomètre. Il y a toujours eu à Alexandrie un pilier qui marquait la hauteur de la crue du Nil. Alors, il se trouve qu'on a des représentations beaucoup plus fidèles. Alors voilà ici une mosaïque que je vais être amené à vous montrer à nouveau, parce que, vous voyez, ici, voilà, un parallèle très très proche, et là aussi. C'est en Israël, à Séphoris, une villa, somptueuse villa, qui d'ailleurs voisinait une synagogue, et c'est une villa qu'on pense maintenant datée du 5e siècle. Alors on appelle ça la mosaïque de la chasse, parce que vous avez le retour de la chasse. Vous voyez, et ils ont sacrifié, en principe, ce serait Artémis sur la colonne, voilà. Et vous avez les poissons, vous avez là un animal qui est une espèce de mélange de crocodile et de chien. Bon, voilà. Alors, vous avez ici... On voit très bien comment le motif fonctionne au départ. Vous avez la colonne avec les numéros gravés, ça indique la hauteur de la côte de la crue. Bien. Et ces petits personnages qu'on retrouve donc sur notre plat, c'est ce qu'on appelle, c'est les personnifications des coudées. Ces petits garçons s'appellent des coudées et ils se font la courte échelle. Alors là, c'est pour montrer que cette année-là, grâce à l'intervention de la déesse, la crue va être particulièrement abondante, puisqu'ils sont obligés de se faire la courte échelle pour marquer le niveau d'arrivée d'eau. Vous voyez bien. Voilà. Et ici, la déesse qui donc, est dérivée de notre Tuquet. Alors, malheureusement, on ne peut pas du tout voir si elle avait une rame, mais je pense qu'elle l'avait. En tout cas, elle a la corne d'abondance. Et elle est identifiée, ici on dit tout simplement, c'est l'Égypte. Voilà. La Tuquet de l'Égypte est tout simplement, ici devenue tout simplement la personnification de l'Égypte. Ici, un pêcheur, un Ibi, voilà ces grands échassiers. C'est absolument typique de ce qu'on appelle les scènes nilotiques. Alors, vous en avez à Palestrina,
près de Rome, vous avez l'une des plus célèbres de mosaïques qui représente les scènes du Nil. Vous en avez dans des mosaïques en Tunisie. C'est un répertoire extrêmement fréquent. Mais pas si fréquent. C'est le seul cas, ici à Séphoris, où on a les petits garçons. Alors, en fait, non, les petits garçons figurent sur une autre œuvre, mais c'est une coupe en argent, patère, enfin pour des libations, tardive, enfin, c'est pas longtemps avant notre œuvre, hein, c'est probablement du 5e, 6e siècle. Et là, on voit très bien, il se fait à courte échelle pour indiquer la cote de la montée des eaux sur le nilomètre. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce que ce thème sur notre œuvre s'est retrouvé. Alors, voilà, bon, on retrouve bien l'Égypte ici, mais alors, nos scènes, nos petits garçons, se sont retrouvés complètement répartis autrement. Et en réalité, le motif a perdu toute sa signification première. Parce qu'ici, ce petit garçon, ceux qui se font la courte échelle, ils sont bien là, mais ils ne sont pas devant le pilier. Ils ne sont plus devant le pilier. Celui qui est devant le pilier, il est quand même, il s'est efforcé de monter en montant sur 2 corbeilles, qui en fait ont été probablement repiquées dans le modèle. Ce sont les corbeilles sur lesquelles s'appuyait la déesse. Et là, c'est devenu le marchepied de ce petit garçon. Mais ce petit garçon ne fait absolument plus rien de significatif. On dirait qu'il tient toujours à la main un stylet ou peut-être un burin pour marquer la cote, mais il n'est plus tourné vers le pilier. Donc ça ne veut plus rien dire. On ne comprend pas du tout ce qu'il fait. Les petits garçons qui se font la courte échelle, ils sont en bas maintenant, mais ils n'ont plus de rapport avec le nilomètre, qui d'ailleurs n'est plus compris comme nilomètre, puisqu'il est recouvert d'écailles. Bien. Ils ne sont plus compris comme nilomètre, ils jouent à la balle avec un chien. Un chien, ce n'est pas vraiment un chien. Là, celui-là, clairement, tire d'un panier une balle qui semble faire pendant à la pomme tenue par celle-là, et il va la balancer au chien. Voilà. Alors, le chien, est-ce vraiment un chien? Là aussi, il faut aller voir les modèles. Dans les scènes nilotiques, on a les combats de ces petits garçons, mais pas avec un chien, c'est un combat avec un animal féroce. Ici c'est clairement un crocodile. Clairement un crocodile. Bien. Dans la mosaïque de Séphoris, on n'a pas vraiment le crocodile. Oui, on a une sorte de crocodile bizarre, de mélange de crocodile et de chien ici. Bien. Et sur notre œuvre, alors il se trouve qu'on a par ailleurs sur les scènes nilotiques, dans certains cas, le thème de la mangouste qui mange un serpent. Mais pas en rapport avec les petits garçons. Et là, la mangouste a été mise ici. Alors, pourquoi a-t-on expulsé le crocodile et l'a-t-on remplacé par une mangouste? C'est Samra Azarnouch qui a trouvé l'explication. C'est pour que ce soit acceptable du point de vue zoroastrien. Parce que vous savez que dans le zoroastrisme, la création animale est classée entre hormasdienne et ahrimanienne. Il y a les bons et les mauvais. Et les démoniaques et ceux qui sont du côté de la création divine. Le crocodile, sans être expressément nommé dans les textes, ne pouvait qu'être classé dans la création ahrimanienne parce qu'il est méchant et qu'en plus il rampe. Alors ça aussi c'est un critère pour être du côté d'Ahriman. En revanche, la mangouste est mentionnée. On l'appelle une espèce de rat noir qui est invulnérable au serpent. Invulnérable au serpent, ça veut dire invulnérable aux attaques du mal. Voilà. Et donc, on l'a mis ici, on a été la chercher dans le répertoire, et on l'a mise ici pour remplacer le crocodile. Ce qui est quand même un indice d'une
d'une petite intervention, disons, zoroastrienne. Alors maintenant, tout en haut, alors voilà, c'est la scène où Prudence Harper voulait voir les âmes qui montent dans la lune avec leur âme, avec le symbole de leur âme en perles. Bon, c'est évidemment l'embarquement de sacs de blé sur un bateau qui est représenté d'une manière très stylisée, avec encore la cabine ici, ou plutôt, non, ça doit être le grand container dans lequel vont être versés les sacs de blé. Hein. Et là, ils portent le sac sur leur épaule. Alors là, on n'a pas de modèle dans l'iconographie grecque et romaine de l'Égypte, mais des modèles, on n'a pas de mal du tout à en trouver dans les peintures pharaoniques. Hein. Vous avez ici l'embarquement de la récolte sur... il monte même à une espèce d'escalier de bois comme sur notre œuvre, c'est l'embarquement de la récolte sur les bateaux. En fait, ce qui m'a amené à comprendre la scène dès le début, c'est qu'il se trouve que par hasard, on regardait chez moi le film Les 10 Commandements. Et dans les 10 Commandements, il y a le chargement de la récolte sur le bateau. Et c'était exactement... Ou alors c'était peut-être les briques qu'on envoie. Enfin, toujours est-il que c'était cette scène-là. Voilà. Donc c'est clairement l'embarquement de la récolte. Alors, maintenant, quel sens a tout ça? Pourquoi a-t-on en milieu sassanide repris ces thèmes égyptiens, parfois en les réinterprétant, parfois en leur enlevant toute logique? Qu'est-ce qu'on a voulu exprimer? Alors déjà, où est-ce que cette œuvre a pu être fabriquée? Probablement pas en Égypte, parce qu'il aurait fallu que la garnison, qui n'était pas très nombreuse, amène avec elle des orfèvres de cour. Ça paraît assez invraisemblable. Il est beaucoup plus probable que l'œuvre a été exécutée en Iran même, d'après des cartons, des copies, peut-être même d'après des œuvres figurant des morceaux de ce répertoire. On peut penser à des gemmes, peut-être de la vaisselle. Il y a des modèles qui ont dû circuler. Moi, je pense plutôt à une espèce de sketchbook, voilà, avec des cartons, des artistes qui ont dessiné des choses qui leur paraissaient curieuses en Égypte pour complaire à un public qui pouvait s'intéresser à ce que recelait cette nouvelle province de l'Empire dans laquelle très peu, en fait, avaient eu l'occasion d'aller. Donc, on a repris les thèmes sous la forme qu'ils avaient acquise à Alexandrie, disons, durant le siècle précédent, et qui, encore une fois, cette forme est mal documentée iconographiquement. Ce qu'on trouve bien, c'est les modèles de modèles. Il y a eu une brève période où tout ça a été retravaillé en fonction déjà d'une volonté de christianiser, mais bon, ça n'a pas duré longtemps, et donc il reste comme trace, par exemple, ce texte que je vous ai lu. Bien. Il faut savoir aussi que les œuvres, le répertoire païen n'était pas complètement banni de l'espace public à Alexandrie, même après le triomphe du christianisme, bien qu'on ait détruit le temple de Sérapis, etc., etc. Par exemple, et dans l'espace privé, ça restait le répertoire favori. La villa de Séphoris, en Palestine, dont on a pu supposer que peut-être elle avait appartenu à quelqu'un qui avait des attaches en Égypte, d'où le souci de figurer le nilomètre, etc. Cette villa de Séphoris, qui est du 5e siècle, a duré jusqu'à la conquête arabe. Et ces mosaïques étaient encore visibles. Or, le corps d'occupation sassanide en Égypte avait d'abord occupé la Palestine. Puisqu'ils ont pris Jérusalem, ils ont embarqué la croix, et ça nous donne le tableau de Piero della Francesca à Assise avec les miracles de la croix. Bien.
Alors, il est possible aussi que certaines images auraient pu venir d'un monument précis. C'est le temple de la déesse Tuké à Alexandrie, parce que ce temple a été converti au moment du triomphe du christianisme. Ce temple a été converti en débit de boisson. Ça allait bien avec sa fonction première d'être le temple de la Tuké. Et les œuvres n'ont pas été enlevées. Ça, on le sait par un texte. Et alors, on nous explique qu'en 602, une nuit, mystérieusement, les statues sont descendues de leur socle et ont disparu. Voilà. Mais c'était donc... il devait encore y avoir beaucoup de choses visibles. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a voulu évoquer avec ça? Je pense, le plus probable, c'est que c'est une évocation, une célébration de l'éphémère conquête de l'Égypte par les Sassanides, et on a pour cela opéré un double choix dans le répertoire égypto-byzantin qu'on avait sous la main. D'abord, on n'a pas choisi, on aurait pu, pour évoquer l'Égypte, choisir un répertoire entièrement chrétien, puisqu'elle était chrétienne à ce moment. Mais c'était un choix difficile à faire pour les conquérants sassanides, parce que ça aurait signifié une affiliation à la religion chrétienne. Or, la religion chrétienne était en train de gagner dangereusement du terrain dans les élites de la famille royale et de la cour sassanide à cette époque. Donc, choisir des thèmes chrétiens pour évoquer l'Égypte, ça aurait été se déclarer chrétien. Donc, on a pris des thèmes locaux qui avaient, voilà, sous la forme sous lesquelles on pouvait en disposer. Et puis, par ailleurs, il y a évidemment l'insistance sur les produits agricoles et leur transport. Toute la partie du haut est entièrement consacrée. Bon, déjà, on a le reste du Nilomètre, bon, et surtout, en haut, on voit très bien, et c'est à une place privilégiée, hein, parce que le croissant lunaire, en général, sur les places sassanides, il occupe vraiment le sommet. Bien. Comme on l'a vu sur le plat de Klimova qui représente l'horloge, etc. Donc, on a voulu évoquer le transport du blé. Et aux époques antérieures, ces images de transport du blé protégées par la Tuké et par Euthénia, c'est clairement le transport du blé vers Rome, et puis ensuite c'est le transport du blé vers Byzance, et puis quand les Sassanides arrivent, ils coupent le robinet. Le transport du blé d'Égypte, c'est pour eux, peut-être pas tellement pour l'Empire lui-même. Mon idée, c'est que c'est plutôt pour leurs armées de l'Ouest, parce qu'ils avaient une énorme armée. Ils ont eu pendant 10 ans, 15 ans, une énorme armée à l'ouest, commandée justement par le fameux Charles Varros qui avait pris l'Égypte. Cette armée avait tenté en vain de s'emparer de Constantinople. Elle vivait sur le pays, et moi je pense que c'est eux qui étaient les premiers destinataires de ce blé d'Égypte. Alors par ailleurs, dans l'idéologie zoroastrienne, ou iranienne, disons, le thème de l'appropriation des pays étrangers à travers leur production est au cœur même de la culture de cour. Pour ça, il suffit de consulter, de regarder le livre donc, de Samra Azarnouch, le traité Khosrow, fils de Kavod et un page, qui nous explique, où on nous explique en long et en large que ce qui est important pour le roi, c'est d'avoir sous la main des parcs d'agrément qu'on appelle, dont le mot originel persan est paridaïsa, ce qui est l'ancêtre direct de notre mot paradis. Le paradis, au départ, c'est le jardin d'agrément clos à la persane. Et alors on nous explique que le roi doit avoir dans son paradis et dans son palais les plantes exotiques. Il doit avoir des animaux venant des pays les plus lointains sous sa domination. Il doit avoir des crus viticoles qui viennent de toutes les régions de son empire. Et évidemment, dans son harem, des femmes représentatives de toutes les beautés qu'on trouve dans son empire. Bien. Donc, c'est la célébration de l'appropriation d'un territoire nouveau par la mainmise sur ses richesses agricoles. Alors, selon Eleni Fragaki, et je terminerai là-dessus, elle pense
qu'un autre message idéologique plus global s'est ajouté autour de la notion de paradis. C'est-à-dire qu'on a donc le paradis à la Perse, le jardin clos. Alors il se trouve que c'est une notion qui était restée associée à l'Égypte parce qu'il y avait toujours des domaines agricoles en Égypte sous l'époque romaine qu'on appelait paradis. Et c'est probablement des héritiers de domaines agricoles d'époque perse. Ça a fini par devenir, paradis a fini par devenir une unité fiscale dans l'Égypte romaine. C'est la terre qui va être taxée au maximum parce que c'est la plus soignée. Bien. Et on a donc cette notion qui était restée bien ancrée en Égypte. Et puis, on a aussi le paradis dans le sens eschatologique. Bien. Le paradis perdu peut-être ici, si c'est Adam et Ève, mais le paradis que, au bout du compte, la bonne administration royale va permettre à ces sujets d'approcher. Bien. Et on aurait là la concentration d'une triple tradition dont on trouve des traces. La tradition perse, sur le paradis, disons le paradis agricole, la tradition égyptienne, évidemment, avec les richesses de l'Égypte, la Tuquet, etc., et une subtile christianisation, n'est-ce pas, avec Euthénia et le Nil qui tendent à devenir Adam et Ève. Bien. Donc là, Eleni Fragaki a vraiment de bons arguments, c'est très très bien développé, c'est appuyé sur des textes où elle fait jouer des notions grecques connues dans la littérature, truffet, paradis, truffet. Bon, on n'est pas, Samra Zarnouch et moi ne sommes pas totalement persuadés qu'il faille aller jusque-là et que peut-être le thème de l'appropriation des richesses de la conquête étrangère suffirait en soi à expliquer l'existence d'un pareil objet. Alors maintenant, qui a commandé cet objet ? C'est évidemment, il faut évidemment aller chercher aux niveaux les plus élevés de la hiérarchie sociale de l'Empire. Alors on peut penser qu'il a été offert pour flatter le roi Khosrow de lui-même, qui se trouve avait des goûts occidentalisants, puisque j'en ai parlé à propos de son épouse arménienne Shirin, pour laquelle il avait fait une dédicace au temple, au sanctuaire de Saint-Serge en Syrie. On sait qu'il avait des goûts occidentalisants, et puis c'est sous son règne que cette conquête s'était faite. On pourrait aussi penser au général Charvaroz, qui était à l'origine de cette conquête, et qui devait déjà commencer à nourrir de grandes ambitions qu'il tentera d'assouvir plus tard à la mort de Khosrow, puisqu'il sera en fait, je crois qu'il a été en fait le premier usurpateur à la fin de l'époque sassanide qui n'était pas directement de sang royal. Donc il avait évidemment des ambitions autour de ça. Voilà, mais il est clair que un objet comme ça est assez difficile à comprendre si c'est une simple commande privée d'un militaire qui aurait été en garnison en Égypte et qui aurait voulu apporter un souvenir. C'est évidemment beaucoup plus contrôlé que ça. Voilà, j'en ai terminé avec cet objet. Et donc, il nous reste un cours. Et donc, je vous ai donc indiqué comme date, je crois, le 22 ou... Oui. Voilà, vous aurez confirmation sur le site du collège.